Le projet Le Mont 2030 est le plus grand projet en Suisse romande actuellement. C'est un projet ferroviaire qui coûte 3 milliards de francs. Ce projet va doubler le nombre de places assises entre Genève et Lausanne. Et c'est un ouvrage qui est construit avec la technologie BIM. Et pour moi, un excellent exemple de la thématique aujourd'hui. La thématique entre les coûts de construction par élément, le BIM, mais aussi avec le Facility Management. Quels sont les bénéfices du BIM pour la maîtrise d'ouvrage? Comment utiliser les données numériques pour ensuite les utiliser dans l'exploitation, mais aussi dans la maintenance. C'est une question primordiale qui permet de gagner du temps et de l'argent. Vous êtes ingénieur et architecte, vous travaillez dans les grandes entreprises générales ou dans un petit bureau. Nous espérons que cette conférence cet après-midi apporte des réponses à vos questions. Nous vous proposons cet après-midi 3 conférenciers et la possibilité aussi de rencontrer la direction ou des membres de la direction de CRB. Comme premier invité, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Richter, architecte et fondateur d'un bureau d'architecture Richter La Rocha à Lausanne et aussi président du comité CRB Suisse romande. Je sais pas, oui, ça marche. C'est bien, la technologie fonctionne, c'est parfait. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, au nom du CRB Suisse romand et du CRB Suisse, c'est un plaisir de pouvoir aussi se retrouver ici aujourd'hui et puis de vous adresser quelques mots. Alors, comme vous avez tous et toutes vu, le thème de la conférence cet après-midi, c'est de la conception jusqu'au facility management. Ça, c'est tout un programme. Donc, et c'est des nouveaux outils aussi qui ont été développés récemment de la part du CRB, mais avec aussi d'autres acteurs. Et c'est des outils de travail qui sont extrêmement importants. Alors, on va vous parler, moi je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un modeste patron de bureau, et je n'utilise pas tous les jours, même jamais, pour être plus clair, les outils qui sont le CAN ou les CC, etc. Mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes à l'intérieur du bureau qui utilisent ces outils. Donc c'est très bien. Et puis il y a tout d'abord un tout premier valeur référentielle, donc c'est ce qu'on appelle le CATO. C'est un ouvrage avec des valeurs référentielles et ça c'est extrêmement important de pouvoir dès le début d'un projet, l'initiation d'un projet, de pouvoir avoir ces valeurs référentielles pour pouvoir établir des coûts de construction. Après, il y a tout ce qui s'appelle SCCC, qui petit à petit devrait un peu remplacer le CAN, mais qui pour l'instant n'a pas encore complètement été, disons, assimilé dans les bureaux. Chacun fait un peu encore à sa sauce au niveau de l'estimation des coûts de construction, mais on espère que ce nouvel outil va pouvoir vraiment se développer et pouvoir offrir à tous les mandataires et toutes les entreprises qui utilisent ces documents, pouvoir très rapidement donner des estimations de coûts de construction. Aujourd'hui, on a de plus en plus des pressions pour pouvoir obtenir un coût dès le début, dès l'avant-projet, dès le projet définitif. Il faut pouvoir être le plus précis possible au niveau des coûts de construction et ces nouveaux outils vont vraiment pouvoir aider dans cet élément. Évidemment, le CAN
qui est en fait un peu la vache à lait du CRB depuis de nombreuses années, va rester tout à fait utile et indispensable, notamment pour la question de tout ce qui est soumission et toute la phase de réalisation des projets. On verra tout à l'heure plus en détail. Et puis après, il y a cette nouvelle conception, c'est le LCC, le Life Cycle Cost, tous les coûts que vont générer en fait un bâtiment pendant sa durée de vie jusqu'à sa déconstruction. Quand on sait qu'un bâtiment, la construction du bâtiment représente à peu près 25 à un maximum 30% du coût total de ce qui va coûter pendant toute la durée de vie de sa vie, je pense que ça c'est un élément fondamental. Ça peut être plus destiné aux utilisateurs, aux investisseurs et à toutes les personnes qui s'occupent de la maintenance des bâtiments, peut-être moins au niveau de la conception et des mandataires de départ, mais c'est quand même quasi les 3/4, voire 70% des coûts qui vont être générés sur la vie complète d'un bâtiment qui doivent encore être à présent assimilés et utilisés. Donc on se réjouit d'écouter nos deux conférenciers, Nicolas et Daniel, qui vont pouvoir vous expliquer plus en détail ce que moi je connais très superficiellement. Alors je vous remercie et puis je passe directement la parole, je prends à Nicolas Gaston. Merci, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Donc ça c'était le programme, on y est passé, et puis, alors je vais faire ma présentation, donc j'ai un petit bureau qui s'appelle Sésame à Gland en Suisse romande, et puis ce que je vous propose c'est de parcourir, de faire deux étapes. La première c'est de voir les jeux de données qui sont utiles dans le bâtiment sur la durée de vie du cycle de vie, sur la durée de vie du bâtiment. En premier lieu, ce qui se fait à peu près usuellement, avec quels sont les différents besoins, quels sont les besoins des différentes parties prenantes et surtout du maître d'ouvrage. Et puis en deux, c'est d'analyser la même chose à peu près en faisant une gestion par élément et voir quels sont les avantages en termes vraiment de jeu de données, de traitement des données. Donc tout d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir une approche sur le cycle de vie. On voit ici la structuration standard du CRB, où on a tout en haut les valeurs référentielles, après toute la partie ECCC et CFC, et au fond les différents éléments dont a parlé aussi M. Richter, donc le CAN, le PRD qui fait les données des produits, et puis on voit ensuite ici la partie Prolemo qui permet les données pour la gestion du Facility Management, et puis le LCC qui permet d'intégrer les données sur l'ensemble du cycle de vie. Ce qui est important à mon sens, c'est que les données doivent correspondre aux infrastructures et équipements qui sont planifiés, qui sont exploités jusqu'à la maintenance et la déconstruction. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ait des jeux de données qui nous permettent de suivre et d'exploiter le bâtiment depuis le début jusqu'à la fin et d'avoir des données qui sont cohérentes et qu'on peut réutiliser d'une étape à l'autre. L'approche usuelle, alors je vais peut-être fâcher quelques personnes, mais ça c'est pas bien grave. L'approche usuelle, c'est une conception par le CFC, c'est-à-dire qu'on prend le CFC, on conçoit par le CFC et on fait tout avec le CFC. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est très répandu dans le domaine de la construction. Ça permet d'évaluer assez simplement le coût d'une construction, d'une réparation, d'une modification. Donc pour cet élément-là, c'est efficace. Ça permet de faire des appels d'offres adaptés. C'est souvent la base de la documentation qui est remise au maître d'ouvrage, mais ça, c'est pas forcément un cadeau pour le maître d'ouvrage. Et puis, si on analyse, on verra après aussi quand est-ce que le CFC est utile. On s'aperçoit, pour aussi compléter ce que disait M. Richter, c'est qu'en fait, la durée des phases initiales jusqu'à la construction, c'est à peu près 5 ans, et puis la durée des phases, le reste de la vie d'une infrastructure pour un bâtiment de 60 ans, c'est 55 ans. Donc en fait, on a une petite utilisation au début pour la partie construction, et une durée de vie qui est quand même relativement longue. Si on prend le cas du CFC, on s'aperçoit que le CFC, en fait, sur 60 ans, il est utile pendant 4 ans. Donc on a en gros, sur la période de construction, 2 ans, on admet qu'on fait une petite rénovation à 20 ans, une rénovation à 40 ans. Donc en fait, on a une utilité du CFC qui est très limitée en termes de durée temporelle. Donc on voit que c'est relativement faible. Pour le reste, on verra par rapport aux jeux de données qui sont utiles,
c'est en tout cas pas le CFC. C'est le BIM, donc M. Riondel en parlera un peu plus, donc je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le BIM, on le verra tout à l'heure aussi, la structure et la référence, la correspondance entre le BIM et un jeu de données qui est pour la construction basé sur les standards du CRB, c'est en tout cas pas le CFC, c'est le CCC qui est compatible, mais le CFC, il fait pas de lien avec le BIM. Donc si on prend le CFC d'un côté et le BIM de l'autre, on arrive à rien du tout. Un autre besoin des maîtres d'ouvrage, c'est les immobilisations. Donc une fois que le bâtiment est construit, il y a des personnes qui vont faire les immobilisations, et puis pour ces immobilisations, donc les financiers vont faire cet élément-là, ils ont besoin d'une structure, et en général ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une structure dans laquelle on tient compte si possible des durées financières qui doivent s'approcher des durées de vie technique. On veut que les éléments soient identifiables pour pouvoir aussi les retrouver après entre différentes bases de données d'immobilisation et d'autres bases de données. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, le financier, il a ses besoins, et puis, comme les discussions avec par exemple, les constructeurs sont faibles, en fait, il réinvente un jeu de données qui lui est utile, mais qui est en tout cas pas compatible avec les autres. Pour la maintenance, ce qui est intéressant pour la personne qui est pour le mainteneur, c'est d'avoir ce qu'on appelle un registre des actifs, c'est-à-dire une liste des équipements qu'il doit maintenir. Et puis, pour chaque équipement, on a aussi des choses relativement standardisées qui existent, qui permettent de déterminer un plan de maintenance. Donc on a, selon les types de maintenance, on a un contrôle, inspection, intervention, etc., curatif, substitution, rénovation. Enfin, on peut avoir pour différents éléments, quand on structure par élément, on trouve des bases de données assez simples qui donnent quel est un peu le standard en termes de maintenance d'un bâtiment. Donc on a quelque chose qui est assez propre. Et puis, ce qui est souvent utile pour un maître d'ouvrage, c'est d'avoir il a un outil de GMAO, et puis il a besoin d'avoir ces données dans une GMAO. Et ce qui se passe aussi usuellement, c'est qu'en fait, le mainteneur, comme il ne peut pas utiliser le CFC parce que c'est pas appliqué, c'est pas utilisable pour la gestion de ses actifs, en fait, il réinvente encore un jeu de données. Donc en fait, il a des données de maintenance où il va réinventer un truc en disant, ben voilà, moi je structure mes données de maintenance comme ça parce que je trouve que c'est sympa. On a un autre élément aussi qui est fait avec des acteurs, un ou deux acteurs principaux que vous connaissez probablement en Suisse romande, en Suisse alémanique, des gens qui font des analyses d'état. Donc en fait, on prend un bâtiment et puis quand il a un certain nombre d'années, on fait une analyse de l'état pour voir dans quel état sont ces différents composants et puis quelles sont les planifications qui sont utiles pour arriver à des coûts de rénovation et à un planning de rénovation. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en fait, donc ça vient de l'étude. La plupart des données qui existent dans ce domaine-là, enfin les deux logiciels principaux qui sont utilisés, utilisent à peu près le même outil et la même analyse qui était Merit, qui est une analyse faite par la Confédération à la fin des années 90. Donc la base est là, après il y a des adaptations et des modifications et des améliorations qui ont été faites. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un jeu de données, mais forcément, c'est un jeu de données qui est encore différent des autres. La partie énergie, c'est un petit peu la même chose. Si on a les gestionnaires énergie, ils vont essayer de prendre un certain nombre ils ont besoin d'un certain nombre de données. Donc une partie des données va venir de la construction, des éléments de construction dans lesquels on va trouver l'isolation, on va trouver les caractéristiques de la toiture, les caractéristiques des différents éléments. On a aussi les caractéristiques des éléments qui permettent de faire le chauffage, le rafraîchissement. Et puis si on structure ça proprement, on arrive à avoir une bonne partie des éléments et des données qui permettent de faire un COCP. Donc on arrive à avoir quelque chose qui est assez propre. Mais actuellement, dans la mesure où ce n'est pas forcément structuré, on peut encore potentiellement avoir des jeux de données qui sont différents. Ensuite, encore un exemple, et puis après je vais arrêter, c'est la partie nettoyage, où c'est un exemple de la partie facility management, où on a un certain nombre de données qui peuvent être utiles, comme les surfaces concernant le vitrage, les surfaces nécessitant des types de nettoyage. Tous ces éléments-là, si c'est structuré proprement dès le début et que c'est transmis aussi de manière adéquate pour faire le facility management, ça simplifie le travail dès le début des entreprises de nettoyage ou des personnes qui doivent planifier le nettoyage et évaluer les coûts que ça peut engendrer. Donc si je fais une synthèse des différents modèles de données qu'on avait, donc on a utilisé usuellement le CFC qui est utilisé pour la partie construction. On a une structure qui est utilisée pour la partie maintenance par les mainteneurs. On a l'analyse d'état avec les structures qui sont basées sur les analyses mérites de la fin des années 90. On a une structure d'immobilisation qui est en général faite par les gens les financiers qui ont besoin des immobilisations.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que les données entre le CFC et la maintenance sont compatibles? Pas forcément, non. Entre le CFC et les immobilisations, elles ne le sont pas. Et en fait, je ne vous fais pas le détail, mais en gros, le résultat, c'est ça, c'est qu'en fait, on se retrouve avec au minimum 4 jeux de données, et puis là, on peut rajouter le BIM, plus la partie Facility Management. Donc en fait, pour le gestionnaire du bâtiment, donc le maître d'ouvrage qui essaie de gérer son bâtiment, il se retrouve au moins, et puis il y en a encore, je pense, d'autres, il se retrouve au moins avec 5 à 6 jeux de données qui essaient d'exprimer les mêmes éléments, mais qui sont en tout cas pas compatibles. Donc en fait, c'est assez compliqué pour un maître d'ouvrage d'arriver à gérer proprement son bâtiment, parce qu'en fait, on lui donne les informations qu'il a à disposition ne sont pas structurées, et puis en fait, on voit que c'est pas conçu pour que le maître d'ouvrage s'y retrouve facilement, parce qu'en fait, les données sont pas du tout cohérentes. C'est beaucoup de recherche. Si vous voulez regarder dans la maintenance, vous prenez la structure de la maintenance, vous essayez de retrouver les données de base qui ont été faites par CFC. C'est quand même passablement d'archéologie. Vous faites ici les immobilisations, souvent, à part les gros, chez les grands maîtres d'ouvrage, hein, même à part les gros éléments, qui sont souvent incapables de retrouver depuis les immobilisations, les éléments qu'ils ont construits. Donc c'est souvent en bon français, un patchy qui est important parce que, et qui fait qu'en termes de gestion, c'est difficile, c'est compliqué. Et si on a ce genre de choses, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose de numériser des structures qui sont fausses. Parce que là, vous avez fait l'effet ciseaux, et puis vous trouvez quelque chose qui n'est pas cohérent, et vous avez vraiment des choses qui ne tiennent pas la route. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire le même principe, faire passer à travers les mêmes éléments en utilisant la structure par élément. Donc là, je me base sur la structure du CRD, toute la partie ECCC, ECCGate, toute cette partie ECCC qui est présentée là. Donc si on le prend par rapport au BIM, la structure de l'ECCC, c'est celle qui cause avec le BIM. Donc en fait, si on a une structure en ECCC, on va retrouver les CFC. Alors il y a encore quelques petites améliorations à faire, il y a encore quelques petits problèmes, mais pour l'essentiel, on arrive à s'y retrouver très bien entre une structure par ECCC et le BIM. Donc si vous construisez quelque chose avec le BIM, la structure par ECCC, vous allez pouvoir la ressortir relativement facilement avec des éléments et des équivalences standards faits par le CRB. Donc il y a quelques fichiers qui existent pour le PORBAO et le TIFBAO qui permettent de faire ces conversions. Et puis, quand il va dans ses immobilisations et qu'il cherche un élément, il le retrouve assez facilement, il le retrouve même très facilement, dans la structure ECCC qu'il a pu utiliser pour la construction, par exemple. Si on prend l'aspect durée de vie et puis les immobilisations, la même chose. Donc pour des toitures, là j'ai pris l'exemple des toitures et des installations de chauffage, on a aussi des choses assez standards, on arrive à retrouver de manière assez simple, des durées de vie type pour ce genre d'équipement. Donc ça nous permet aussi d'avoir une structuration des immobilisations par élément. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ces durées type, en fait, c'est les durées d'immobilisation que vont prendre les maîtres d'ouvrage, les responsables des immobilisations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le langage technique et le langage des personnes qui font la partie financière des immobilisations, on parle le même langage. Idem pour la maintenance, si vous avez une structure de ce type, donc une structure du type ECCC, parce qu'en fait ce que vous allez maintenir c'est la toiture, vous n'allez jamais maintenir par CFC, ça n'a pas de sens, parce que dans la toiture vous avez 4 ou 5 CFC différents, donc si vous faites une maintenance basée sur les CFC, vous avez une structure qui est complètement... qui a aucun sens. Après la maintenance, on peut facilement appliquer sur ce genre d'éléments type, on trouve aussi des catalogues de maintenance qui permettent de donner, en tout cas dans un premier temps, les intervalles, les types de maintenance, les gammes de maintenance standard qu'on peut appliquer sur tel ou tel type de couverture. Après, c'est des choses qui s'optimisent au fil du temps avec un certain nombre d'analyses en termes d'optimisation de maintenance, mais on peut partir sur un catalogue standard qui permet d'organiser tout de suite, et puis qui permet... Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on utilise le CCC pour la conception, on peut, si c'est bien organisé dans le cadre du projet, mais dans ce cas particulier, c'est rarement le cas, on peut avoir la structure pour la maintenance qui est prête avant même que le bâtiment soit mis en fonction. Alors que dans la réalité des cas, ce qui est fait usuellement, c'est qu'en fait, vous avez le bâtiment qui est construit, il faut à peu près entre 6 mois et 1 année pour obtenir la documentation, puis après on rajoute, à partir d'une année, on essaie de structurer le catalogue nos équipements de maintenance en réinventant quelque chose sur des données qui sont déjà plus à jour. Donc là, on a une solution, pour autant que ce soit bien géré dans le cadre du projet, qui est relativement simple et efficace, et puis qui devrait permettre pour le maître d'ouvrage, si c'est fait proprement, d'avoir son outil de maintenance qui est prêt à la mise en service, et puis qui n'est pas prêt 2 ans après. Actuellement,
les projets standards, honnêtement, on finit le projet. Pour avoir la documentation à jour, c'est quand même des semaines, des mois. Et puis, on part sur un autre projet, on a autre chose à faire que de mettre en place la maintenance, on est sous les garanties, donc on se retrouve avec quelque chose qui est fait pour la maintenance, qui est mis en place une année après. Puis après, quand vous prenez des éléments, par exemple pour votre toiture, si vous essayez de structurer votre catalogue de maintenance pour la toiture, et que les seules choses que vous avez, c'est les documentations que vous avez reçues par l'eau, par CFC à la fin des travaux, en fait, vous devez aller chercher pour le cas de la toiture en particulier, vous devez aller chercher dans 4 ou 5 CFC différents pour essayer de reconstituer quelque chose de potable pour avoir la connaissance de votre toiture. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que selon la structure habituelle, ce que vous donnez au maître d'ouvrage, par exemple dans le cas particulier de la toiture, qui est un peu où on a plusieurs CFC qui interviennent, vous lui donnez quelque chose qui n'est pas utilisable. Donc la meilleure chose honnêtement, la meilleure chose que le maître d'ouvrage peut faire quand il reçoit ses catalogues, sa documentation par CFC, souvent c'est de la mettre à la veine parce qu'elle lui fait de la place dans ses étagères. Donc, franchement, c'est pas terrible. Ce qui est intéressant aussi, c'est si on a une structure comme ça, on a aussi quelques catalogues, dans les catalogues entre autres LCC du CRV, qui sont aussi avec le standard ISO. On a aussi des coûts de maintenance par élément. Donc avec ça, c'est aussi assez facile d'arriver à faire un budget, puis de se dire, voilà, je sais à peu près, en tout cas, combien ça va me coûter en termes de maintenance dans les années qui suivent. Pour la partie état du bâtiment, la même chose, en fait, on a ces genres de choses, on a des structures, des courbes de dégradation optique, alors qui sont adaptées, qui sont différentes en fonction du type de toiture que vous avez, mais ça c'est 2 exemples, où on prend la toiture et puis des installations de chauffage, à déterminer, donc vous faites une évolution d'état qui est cohérente et basée sur les UCCC, et vous trouvez des coûts de rénovation qui sont basés sur les UCCC, et après quand vous avez ces coûts de rénovation, vous faites vos rénovations et vous perpétuez avec des données qui sont intégrées et qui sont cohérentes les unes avec les autres. Si vous prenez correctement les données qui sont mises dans le catalogue ECCC et dans le BIM, vous avez déjà passablement d'informations qui vous permettent d'avoir les informations pour le CECD, et puis vous trouvez après en complément les données de conception qui sont faciles à intégrer comme les puissances, les consommations prévues, etc. Et puis en fait, vous pouvez avoir, dès que vous recevez votre bâtiment, quelque chose qui est cohérent avec une structure de données qui est propre aussi, vous n'avez pas besoin de tout reconstituer par la suite. Si vous avez dans la structure par élément avec les données, les grandeurs référentielles, vous arrivez facilement à trouver ça. Vous l'avez aussi si vous faites dans le CCC, vous faites par élément, donc vous avez le sol. Sur le sol, vous avez toutes les caractéristiques de type d'élément que vous avez. Et en fonction de ce que vous avez là, vous arrivez facilement à déterminer quel type de nettoyage vous avez besoin, comment vous allez le faire, et vous avez toutes les informations. En fait, vous pouvez avoir le sol, son entretien et son nettoyage. En fait, vous avez des choses qui sont intégrées de manière native. Idem pour les bouts de surface du type filtrage. Si vous faites une structure par élément, vous avez tous ces éléments-là qui se causent, et je n'ai pas rajouté le BIM ni la partie nettoyage, mais en fait ça marche aussi. Donc vous avez tous ces éléments-là avec des données qui sont cohérentes et qui se parlent, et on peut passer de l'un à l'autre. Si vous faites vraiment selon la solution usuelle, franchement c'est se tirer des balles dans les pieds, mais de manière assez forte. Donc, je pense que c'est important vraiment pour le maître d'ouvrage. Et si on considère le bâtiment sur sa durée de vie, il faut vraiment prendre la méthode par élément. Alors, il y a personne qui parle de bannière CFC, mais il faut l'utiliser là où il est utile. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que les infrastructures soient structurées par éléments et composants. Ça permet un suivi facile du cycle de vie, de l'état des équipements, du plan de maintenance, de la criticité, parce qu'en fait, là, je vais rajouter des éléments comme la criticité, mais sur les composants du bâtiment, on peut y rajouter encore plein d'attributs. C'est ce qui est fait dans d'autres pays, comme par exemple les Australiens font la criticité de différents éléments, ce qui donne aussi des pondérations en termes de priorité de rénovation. Donc en fait, on peut y ajouter encore plein d'éléments qui permettent d'avoir des choses cohérentes et puis qui permettent de gérer proprement le bâtiment sur sa durée de vie. Donc, je répète encore une fois, tous ces éléments doivent avoir une structure de données qui soit correcte, cohérente et performante. Et l'avantage d'utiliser le CCC, c'est qu'en fait, on a un standard suisse qui est compatible avec le BIM. Donc, en fait, on a un outil qui est vraiment bien adapté à faire cette gestion des infrastructures et des bâtiments sur la durée de vie. Donc, le maître d'ouvrage devrait utiliser des jeux de données cohérents sur la durée de vie du bâtiment. Donc, ça, pour moi, c'est important pour pouvoir assurer la pérennité et puis assurer une certaine efficacité de la gestion des bâtiments sur la durée de vie, donc d'avoir des jeux de données cohérents.
Clairement, le CCC pour la partie bâtiment et la partie génie civil est une base qui est cohérente. Le CFC, pour moi, c'est un outil qui est très adapté pour les appels d'offres. Par contre, il doit être utilisé là où il est utile et pertinent, et puis il ne doit pas être utilisé pour l'ensemble du cycle de vie. Je pense que c'est une erreur d'utiliser le CFC depuis le début de la vie jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas compatible avec les autres données. Et puis de faire des projets dans lesquels on fait un bout avec le CFC et puis un bout avec le BIM, alors qu'on a des jeux de données qui ne se posent pas, pour moi, c'est quand même un assez bon moyen de perdre du temps et de l'argent. Voilà, je vais passer la parole à M. Riondel qui va parler plus de la partie lien avec le... Merci beaucoup, Nicolas Gaspo. Cette présentation. Daniel Riondel est architecte et ancien collaborateur chez CRB. Je travaille maintenant chez Ingrepul et à Bâle et à Zurich. Et il est le responsable pour relier les standards BIM internes avec la planification des coûts. Alors, merci d'accueillir Daniel Riondel. Chères dames et messieurs, pour ma part, je vous souhaite aussi la bienvenue pour ma présentation avec le titre « L'importance de l'ECCC par rapport au BIM, respectivement au schéma IFC ». Comme l'a déjà dit Madame Albach, mon nom est Daniel Riondel. À l'heure actuelle, je travaille chez Itelbrechbühl et comme BIM Manager 5D, c'est-à-dire par rapport au coût. Et ma tâche principale consiste dans l'optimisation du processus de calculation par rapport à l'utilisation de la méthode BIM. Il y a maintenant environ 2 ans, j'ai travaillé chez CRB comme chef de projet dans le développement. Et lors de la SwissPar 2018, on avait présenté un prototype d'un jeu de règles comme base pour un lien entre le CCC et le BIM. Et il faut dire aujourd'hui, après 2 ans, avec mon retour dans la pratique, il s'avère, de mon point de vue, que c'était vraiment la bonne démarche à prendre de créer ce lien à travers le CCC. Avec ma présentation, je vais mettre peut-être l'accent un peu plus dans les structures, dans les standards. Après, j'aimerais parler des standards CRB comme systématique commune, l'importance de cette systématique. J'aimerais parler après du lien entre le CC et le BIM à travers le schéma IFC. Et pour finir, conclure ma présentation, je parlerai un peu d'un objectif défini, disons plutôt maintenant du point de vue de notre équipe BIM chez Itelbrechbühl et d'une perspective pour le futur. C'est aussi peut-être un vœu pour le CRB, ce qu'on aimerait pour l'avenir. Eh bien, pour le CCC, je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais comme répétition, le CRB, le CCC est, en tant que classification normée en Suisse, constitue des coûts basés éléments à 3 niveaux normalisés, adaptés avec leur précision à chaque phase SIA, repartis en groupes principaux, en groupes d'éléments et des éléments. Il comprend des termes normalisés, c'est-à-dire des grandeurs et des quantités référentielles, ainsi que des explications qui permettent un échange de données sécurisées et fiables. Et ça, c'est une chose qui est vraiment très importante. On le voit aussi à chaque jour chez nous, chez Itelbrechbühl. Ici, un aperçu de la table de matière. Vous voyez la répartition. Vous avez à gauche ces groupes principaux de A à Z. Ça, c'est un extrait de l'ECC bâtiment, c'est-à-dire, il y a encore en analogie la même chose pour le génie civil, mais là, c'est l'extrait du bâtiment. Et vous voyez, on a le groupe principal, E, qui est subdivisé en groupes d'éléments jusqu'au niveau d'éléments, ici pour l'exemple fenêtre. C'est cette subdivision qu'on a reçue maintenant en partie supérieure, vous voyez la norme, vous voyez le groupe principal, et à droite, vous voyez la phase SIA correspondante avec
l'estimation des coûts respectifs en subdivision de groupe principal jusqu'à l'élément, avec une précision d'environ au niveau du débit pour l'avant-projet. En 2017, CRB a publié le CC Gate, une extension de l'ECCC, qui permettent de subdiviser l'élément davantage en sous-éléments, ici en fenêtre de bois, et en composants. Et là, à droite, vous voyez déjà, c'est un peu la perspective dont je vais parler à la fin de mon discours, c'est-à-dire le composant comme plus petite partie subdivisible forme aussi la base, la possibilité de référence pour la liaison envers une autre classification, disons dans le cas idéal pour les appels d'offres. Vous voyez ici le CCC, il est regroupé par coût avec des grandeurs référentielles et une description. Et en complément de la norme de l'ECCC, CRB publie le complément ECC BAT et aussi ECC Génie Civil. Il contient des définitions d'ensemble, les modes de maîtrise et une énumération des affectations de coûts exemplaires. Ce qui est vraiment très important, puisque comme ça, on arrive à avoir un langage commun qui est nécessaire pour avoir un échange de données fiable. Là, on a aussi, comme j'avais dit, des grandeurs référentielles. Ici, dans l'exemple pour la fenêtre, vous avez actuellement, puisque la norme est en révision en ce moment, actuellement, vous avez encore la surface de fenêtre avec une abréviation et une unité mètre carré, c'est-à-dire vous avez la grandeur référentielle et mesurée en mètres carrés avec ce nom, et comme ça vous avez une grandeur référentielle unique. À droite, vous voyez, vous avez les coûts, vous avez une affectation des coûts qui contient les composants. Comme ça, c'est très clair, vous avez une allocation des composants qui sont vraiment reliés à un élément spécifique. Donc, venons-en à la systématique commune. CRB crée depuis 60 ans des normes et de planification des coûts pour l'industrie suisse de la construction. Et ce développement est aussi fait par rapport aux phases de performance SIA avec le degré de précision respectif. Et là, pour nous, disons vraiment pour Itabricule, pardonnez-moi, il est vraiment très important d'avoir cette idée d'avoir une systématique commune, c'est-à-dire de quelque chose de cohérent à partant de la phase des définitions des objectifs jusqu'à la phase de l'exploitation. C'est aussi indispensable si on veut vraiment travailler avec du point de vue de la digitalisation. Donc, ce qui est vraiment très intéressant de savoir, et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que CRB a quand même beaucoup de standards qui sont aussi structurés de la même manière. Commençons par le CATO, que M. Richter a déjà mentionné, c'est-à-dire le catalogue de type d'objet, qui est peut-être utilisé dès le début de la phase des définitions des objectifs, qui crée aussi des valeurs référentielles. Il décrit des objets construits comme exemple, avec des textes descriptifs, des coûts, et c'est structuré de la manière de l'ECCC. Donc, cela permet, dans des phases d'un avant-projet ou d'un projet, de reprendre ces informations pour faire les calculations. Déjà ça, c'est très utile, et ça c'est déjà un avantage pour l'utilisation de l'ECCC. En plus, comme ça a déjà été aussi mentionné, CRB publie l'LCC. Et l'LCC favorise une approche globale des coûts à travers tout le processus. C'est aussi un point, pour pas avec l'accent
sur le facility management et aussi sur le cycle de vie. Et en combinaison de l'LCC avec le CATO, il est possible de reprendre toutes ces idées, toutes ces valeurs et de créer des valeurs référentielles qu'on peut utiliser à nouveau pour la phase de définition des objectifs. Donc, avec cela, je voulais vous... excusez-moi. Donc, avec ça, il est clair qu'il existe déjà aujourd'hui des standards qui sont structurés d'une manière cohérente et utilisable. Seulement peut-être pour vous démontrer un peu, pour vous donner une idée, là vous avez à gauche un extrait du CATO. Avec la structure, c'est structuré avec les groupes principaux, vous avez les groupes d'éléments. Vous avez l'ECC aussi structuré de la même manière. Et enfin, l'LCC avec la même structure. Et ça, c'est quelque chose, j'y reviendrai, que, à notre avis, est vraiment très important. Donc, je venais de parler CRB, pardon, là j'ai un peu... Ouais, d'accord. Donc, CRB définit des standards de langage commun au niveau national. Au niveau international, l'association Building Smart pour la modélisation crée des normes et des standards pour l'échange de données de manière univoque avec le OpenBIM. À l'heure actuelle, il y a 3 normes ISO ou ZEN qui sont aussi applicables en Suisse. C'est le IFC pour un échange de données, vous avez le IDM qui fournit une référence commune dans les processus d'échange de données, et le IFT, c'est le dictionnaire commun. Afin d'échanger des données avec la méthode de BIM, le schéma IFC joue un rôle important. Le schéma donné permet d'un échange de données uniforme à partir de programmes CAO tels que Revit, Archicad ou Vectorworks, en fournissant une spécification sous quelle forme des propriétés ou des caractéristiques d'un élément sont écrits à partir d'un modèle de BIM pour le OpenBIM. Il comprend une structure composée d'éléments, vous voyez ça ici, et des sets de propriétés, c'est ici, aussi que des ensembles pour la détermination des montants de base. Donc, avec le sujet du BIM, il est utile, même disons nécessaire, de créer un lien entre ces standards internationaux IFC et avec les standards CRB. Et donc, puisque l'IFC est basé sur des éléments, il est donc évident de reprendre aussi la structure de l'ECCC, les éléments. Et pour cela, comme on l'a déjà mentionné au début, il est possible de créer des jeux de règles. Un premier jeu de règles a été comme prototype publié en 2018, c'était lors de la SwissPower. Et laissez-moi essayer de vous expliquer la systématique, c'est, disons, plutôt simple. Alors, si vous exportez un élément, une fenêtre que vous avez modelée, vous l'écrivez en schéma IFC, vous auriez le nom IFC Window, et selon les propriétés de cette fenêtre, vous arrivez à faire une différenciation pour une affectation après aux éléments de l'ECCC. Disons, vous avez une fenêtre, cette fenêtre a la propriété, elle est à l'extérieur. Alors déjà, avec cette information, il est possible de faire une différenciation si c'est une fenêtre de G1-3, une fenêtre à l'intérieur, ou des fenêtres à l'extérieur. En plus de ça, vous avez aussi des informations dans le schéma IFC avec les types. Ici, vous avez des types prédéfinis
C'est des types, une fenêtre, 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 disons comme ça. Vous avez fenêtre de toiture ou de lucarne. Et avec ces trois informations, vous arrivez maintenant à avoir une affectation à l'élément correspondant. C'est un peu tout le mécano. Et ça, pour cela, CRB, avec, disons, en collaboration avec Iten Brechtbühl, dans le temps, on avait créé un jeu de règles qui est pour l'instant disponible en version bêta, puisque la norme de l'ECC BAT en ce moment est en révision. Quand cette révision aura terminé, l'idée c'est vraiment de publier ce jeu de règles définitif et pour pouvoir l'utiliser dans des programmes CAO, par exemple comme Solibri, quoi que ce soit, pour avoir vraiment l'affectation de l'IDFC au standard CRB. Pardon. Donc, pour finir, avec cette présentation, je voulais vous démontrer qu'à l'heure actuelle, les bases sont déjà existantes pour lier les informations de coût entre les phases partant de la définition jusqu'à l'exploitation, d'un côté, et d'un autre côté, il était possible d'avoir un lien entre les standards du BIM avec les standards de CRB à l'aide de l'ECCC. Mais ce qu'on avait aussi vu déjà avant, et ce qui avait aussi été mentionné, c'est que pour l'instant, il manque encore une petite partie entre deux, et ce qui concerne aussi les appels d'offres et la réalisation. Et pour cela, c'est maintenant la point de vue de l'entrepreneur Iten Brechtbühl, disons. Chez nous, on remarque qu'il faut une grande discipline pour maintenir la traçabilité des coûts avec le changement de structure d'une phase à l'autre. C'est-à-dire, si on commence par la définition de projet, disons avec une structure ECCC, de passant après avec le CFC, passant au CAN et après passant peut-être à nouveau à la LCC. On perd beaucoup d'informations, il faut vraiment une grande discipline et malheureusement aussi beaucoup de gens ne connaissent plus vraiment le CFC ou l'utilisation du CFC et du CAN. Ça complique encore le tout. C'est pour ça que nous, on opte vraiment de rester dans une structure si possible. Et pour cela, on a vraiment déjà les bases qui sont créées, c'est-à-dire on peut vraiment commencer à travailler avec un CATO, d'aller dans un avant-projet avec le CCC, en 10++, c'est maintenant d'avoir vraiment ce gate inclus, d'y rajouter les positions de prestation. Et pour nous, c'est vraiment intéressant de dire on ajoute les prestations puisque comme ça, on garde vraiment la structure de l'ECCC, on reprend l'information de l'élément qu'on remet jusqu'à l'ECC et après, on reprend la base pour les valeurs référentielles. Donc, pour conclure ma présentation, ça c'est un peu notre démarche qu'on voit pour le futur et comment nous, chez Iten Brechtbühl, pour l'instant, on travaille. Merci beaucoup pour votre attention.